Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cet avant-dernier webinaire de l'année organisé par le CECA, au cours duquel nous allons traiter du recueil du récit du patient après la survenue d'un événement indésirable associé aux soins. Cet événement, ce webinaire s'inscrit dans le programme de travail du CECA, financé par l'ARS dans le cadre de notre CEPOM 2023-2027. Donc, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et que le support de cette présentation ainsi que le replay seront disponibles dans les jours prochains, respectivement sur le site du CECA et sur la chaîne YouTube du CECA. Vous pouvez bien entendu poser vos questions donc dans l'onglet « Conversation ». Surtout, n'hésitez pas à le faire tout au long de ce webinaire. Je ne vais pas le faire comme ça, parce que ça doit se voir là-bas. Hop là, alors je referme. Petit détail technique, et ça ne fonctionne pas. Tout va bien. J'espère que ça va. Bon, alors, on va voir si on a des petits problèmes techniques ou pas. On analysera, ça peut arriver. Donc simplement, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, on était sur les questions, surtout n'hésitez pas. Vous voyez, c'est du live. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça, de cette thématique aujourd'hui? Eh bien, simplement, vous le savez, effectivement, on est tous engagés, nous sommes tous engagés dans une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ceci. Et en fait, lorsque survient un événement indésirable associé aux soins, on est dans la dynamique de réaliser une analyse de cause qui permet d'identifier les causes de survenue de cet événement et en lien, bien sûr, les actions afin d'éviter la récurrence de ces événements. Mais néanmoins, il y a une personne qu'on oublie parfois un petit peu autour de cette démarche, c'est le patient, ou plus largement, j'ai envie de dire, l'usager. Donc, son vécu, sa perspective de l'événement, ses émotions, son ressenti, et bien tout ça, son interprétation des faits, voilà, que j'ai oublié, ça peut constituer une source d'information extrêmement importante et donc souvent sous-estimée. Donc, est sous-estimé pour appréhender finalement le déroulement complet de l'événement. Le guide d'ailleurs d'analyse des événements indésirables associés aux soins qui a été rédigé par la Haute Autorité de Santé, la FORAP, et vous savez publié en 2021, d'ailleurs précise que le patient doit pouvoir décider de remplir un rôle actif et de participer ainsi à sa propre sécurité. En effet, encore une fois, le patient, à travers tout ce que je viens de vous énoncer, le ressenti, l'expérience, le témoignage, c'est le seul à pouvoir vraiment avoir à disposer de son vécu, de l'intégralité de son parcours de soins. Et dernière chose, et j'en aurais terminé avec cette introduction, mais recueillir la voix du patient, ça offre également un regard croisé qui est indispensable et qui permet d'enrichir, vous l'avez compris, le déroulé des faits établis par les professionnels et de renforcer notre compréhension de la situation pour, encore une fois, des actions d'amélioration, peut-être au moins pour certaines, davantage centrées sur l'usager. Alors aujourd'hui, le CECA n'anime pas seul ce webinaire. Nous avons le grand plaisir, l'immense plaisir d'accueillir le CEPRAL à travers Anaïs Gautron, qui est chargée de mission qualité et sécurité, donc au CEPRAL, qui est la structure régionale d'appui à la qualité et à la sécurité des soins pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Anaïs va nous présenter l'expérimentation qui a été conduite sur sa région autour justement de cette thématique du recueil du récit du patient en cas d'événement indésirable associé aux soins. Et nous aurons ensuite, hop, si je changeais ma diapo, ça serait pas mal aussi, si j'y arrive, avec la flèche, est-ce que ça marcherait mieux? B, pas du tout, très bien, j'espère que ça n'est pas figé, non, on va y arriver, oui. Hop là, voilà, j'étais sûre qu'on y arriverait. Donc, dans un deuxième temps, on aura un jeu, entre guillemets, de questions-réponses, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, récupéré les questions que certains d'entre vous ont posées au moment de leur inscription à ce webinaire. Donc, on va essayer, il y en a certaines, vous verrez, Anaïs va déjà y répondre dans la première partie de ce webinaire, mais il y en a d'autres, voilà, qu'on a reprises, puis on en a alimenté encore, nous, on en avait certaines en préparant ce webinaire.
Donc, l'idée, ça va être, voilà, à travers ce jeu de questions-réponses, peut-être d'essayer de encore plus balayer cette thématique. Puis, bien entendu, il y aura vos questions que vous allez poser, si vous le souhaitez, encore une fois, pendant cette première partie, puis peut-être au cours de ce temps de questions-réponses. Et dans une dernière partie de ce webinaire, on va essayer de voir ensemble, en fait, je vais vous expliquer ce qu'on a imaginé en termes de modalités de mise en œuvre de ce récit du patient par les établissements volontaires dans notre région. Donc à nouveau, je remercie chaleureusement Anaïs pour sa participation aujourd'hui. Et Anaïs, je te cède la parole. Et j'arrête mon partage. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour ton introduction. Alors juste le temps du coup que je reprenne la main sur le partage. Ça arrive, ça arrive. Parfait, ça fonctionne. On voit ton C'est tout écran. bon? Ta diapo. Super, merci. Parfait. Alors, donc effectivement, aujourd'hui, merci au CECA de me permettre du coup l'opportunité, enfin de permettre au CEPRAL plus largement l'opportunité de vous présenter notre expérimentation ainsi que ses résultats donc sur le recueil de la parole du patient. Alors, comme vous l'a dit Véronique, d'un événement indésirable associé aux soins, un EIAS. Donc, l'expérimentation que je vais vous présenter s'intitule « Prendre en compte la voix du patient dans l'analyse d'un EIAS », justement. Alors, la réflexion sur ce sujet a débuté il y a quelques années au sein de notre équipe, donc en 2018, comme vous le voyez sur la diapositive, grâce au concours d'établissement de notre région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, en 2018, nous avons testé la faisabilité, premièrement, du recueil du récit du patient en utilisant la grille alarme adaptée. Et donc, ces premiers travaux ont constitué une base pour le groupe de travail que nous avons composé un petit peu plus tard, en 2022. Notre objectif, c'était de valider des outils permettant d'associer le patient, l'usager, à l'analyse des EIAS. Alors, il y a 23 établissements de notre région qui ont répondu favorablement à l'appel à candidature et 6 d'entre eux, parmi les 23, ont participé à l'ensemble de notre expérimentation. Et l'expérimentation, pour information, en totalité, elle a duré 10 mois. Donc, on a décidé, dans le cadre de cette expérimentation, de désigner le recueil du récit par le terme « interview ». Et donc, le professionnel qui rencontre le patient est désigné comme l'intervieweur. C'est pour ça que je vais employer ces termes-là, vous ne serez pas surpris. Donc, de la même manière, je vais utiliser le terme « patient » au cours de ma présentation pour désigner plus largement l'usager, quel que soit le secteur de prise en charge. Donc, nous souhaitions donc valider une méthodologie pour intégrer le récit du patient dans l'analyse d'un EIAS afin d'enrichir le déroulé des faits d'une part et d'autre part de favoriser l'engagement du patient dans la démarche qualité de l'établissement. Pour ce faire, les établissements ont disposé d'outils qui ont évolué tout au long des 10 mois d'expérimentation grâce aux évaluations et également aux suggestions que les établissements engagés ont pu nous faire. Alors, culturellement, c'est vrai que l'usager est très rarement impliqué finalement dans l'analyse de l'EIAS qui l'a concerné. Ce constat, on voit qu'il est partagé par la Haute Autorité de Santé. Dans le document que vous voyez que Véronique a énoncé en introduction, mode d'emploi analyse d'un EIS qui a été publié en 2021,
eh bien, il décrit la méthode d'analyse des événements indésirables associés aux soins et il souligne justement que le récit du patient, eh bien, il est quasiment systématiquement occulté. Ce guide, c'est vraiment une des pierres angulaires de notre expérimentation. Nous nous sommes vraiment appuyés dessus, notamment sur la définition de l'EIAS qui est faite dans ce guide et sur l'importance d'une analyse en équipe pluriprofessionnelle, incluant eh bien, les soignants impliqués dans l'événement indésirable, mais également en incluant également le patient. Alors, comme je vous le disais, les patients sont très rarement consultés lorsque l'EIAS qui les concerne survient. Et on peut aisément imaginer eh bien, de multiples raisons qui expliquent cela. Néanmoins, on voulait attirer votre attention sur un des 7 points d'actualisation de la méthode d'analyse systémique ALARM, qui consiste à inclure le point de vue des patients qui est décrit comme essentiel à l'alimentation de la chronologie des faits, mais aussi à la définition d'actions d'amélioration. Donc, le patient, il n'est pas uniquement la victime de l'événement indésirable qui le concerne, eh bien, il est aussi, et même surtout, j'ai envie de dire, acteur de son parcours. Et il est le seul, finalement, si on regarde bien les choses, il est le seul à en avoir vécu eh bien, toutes les étapes. Donc, par exemple, pour illustrer cela, une information eh bien, peut avoir été délivrée par un soignant, mais ne pas avoir été entendue ou mal comprise par le patient. Et lui seul, finalement, eh bien, va pouvoir nous permettre, en tant que professionnel, d'identifier eh bien, cela, un tel dysfonctionnement. Alors, on constate régulièrement, et puis la HS nous le confirme notamment dans le bilan annuel des événements graves associés aux soins, que l'annonce du dommage associé aux soins n'est malheureusement pas systématiquement réalisée, à peu près un cas sur 2. Pourtant, ce dispositif, l'annonce du dommage, il est inscrit dans le Code de la santé publique. C'est pas récent, c'est depuis 2002. Et il stipule que toute personne victime ou toute personne qui s'estime victime d'un dommage eh bien, doit en être informée. Alors, le dommage, c'est la conséquence de l'EIAS. Son annonce, finalement, c'est la première étape qui va conduire à l'implication du patient dans l'analyse de l'événement indésirable qui le concerne. Pour en terminer avec les éléments contextuels, nous avons abordé avec les établissements engagés dans notre expérimentation les publications qui sont en lien avec l'engagement du patient, donc une thématique qui est largement décrite dans le manuel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et également thématique largement investie dans le manuel de certification des établissements de santé pour la qualité des soins, mais également cette thématique-là, on la retrouve dans un document spécifique que vous voyez apparaître à l'écran de la HS, soutenir et encourager l'engagement des usagers. Donc, il s'agit ici d'une recommandation. Et donc, tous ces documents, finalement, si on les consulte, si on les regarde, ils convergent vers le même attendu. Pour être acteur de son parcours, le patient doit être informé, y compris de la survenue d'un EIAS. Alors, vous voyez sur cette diapositive la temporalité du recueil. Donc, il est à noter que l'absence de recueil du récit du patient n'est en aucun cas un obstacle à la conduite d'une réunion d'analyse. Vous pouvez tout à fait mener une analyse sans recueillir son récit, mais tout de même, si vous le faites, eh bien, ce récit constitue une réelle plus-value non négligeable. Donc, vous voyez donc qu'après la survenue de l'événement interviennent son signalement, puis l'annonce du dommage associé aux soins qui doit avoir lieu légalement dans les 15 jours
suivant sa survenue ou sa découverte. Alors, on préconise généralement d'organiser une réunion d'analyse systémique entre 1 à 3 mois après la survenue de l'EIAS. Et eh bien, c'est ainsi que se dessine finalement la période que vous voyez, au cours de laquelle peut être organisé le recueil du récit du patient. Pour éviter une déperdition de l'information et éviter que l'émotion soit trop importante. Effectivement, ce délai préconisé, c'est important qu'il soit respecté. Alors, les établissements, après avoir pris connaissance ou redécouvert les documents précédemment cités, donc, sont passés à la phase active de l'expérimentation selon le principe donc, que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire donc, après l'indispensable annonce du dommage associé aux soins. Bien sûr, l'accord du patient est recueilli. Puis ensuite, les professionnels vont planifier la rencontre. Donc, les interviews sont conduites par des professionnels qui sont préalablement formés, qui peuvent rencontrer le patient soit individuellement, soit ça peut également se faire en binôme. Alors, il est important que le patient puisse s'exprimer spontanément et avec ses propres mots. Ce n'est pas un professionnel, il reste vraiment patient, donc libre à lui de s'exprimer de la manière dont il souhaite. Donc ainsi, eh bien, il peut améliorer la reconstitution de l'EIS et il peut également être force de proposition, notamment en matière d'action d'amélioration. Alors, après ce temps d'échange, donc l'intervieweur participe à la réunion d'analyse pour pouvoir restituer au fil de l'eau les éléments qui ont été apportés par le patient. Et de ce fait, dans la méthode également comme la méthode notamment du patient traceur. Donc l'idée ici, eh bien, c'est de partager avec l'équipe, avec les autres professionnels, le ressenti et le vécu du patient, et puis bien entendu de prendre en compte ces éventuelles propositions d'amélioration de son point de vue patient. Alors, à la fin de l'expérimentation, donc les établissements ont insisté sur l'importance de faire un retour au patient suite à la réunion d'analyse systémique, d'une part, et le tenir informé également des actions qui ont été décidées par l'équipe, mais surtout pour le remercier d'avoir contribué à la démarche qualité de l'établissement. Effectivement, le patient a donné son accord pour vous transmettre ses ressentis, pour transmettre ses ressentis, son vécu. C'est vraiment important qu'il ait ce retour. Donc, ce retour, eh bien, il peut être réalisé par l'envoi d'un courrier ou par un appel téléphonique. Ça scelle vraiment un engagement conjoint pour finalement eh bien, améliorer le service qui est rendu aux usagers de l'établissement. Et donc, il contribue également à pouvoir renforcer le pouvoir d'agir du patient. Alors, vous voyez apparaître à l'écran les principaux résultats de notre expérimentation. Donc, la durée moyenne des entretiens, donc on a eu les retours suite à des questionnaires des établissements qui ont participé. Donc, ils nous ont fait un retour comme quoi la durée moyenne des entretiens qu'ils menaient était d'environ 1 heure. Le retour était également positif par rapport aux kits, aux outils, en kit outils, puisque l'ensemble des outils qui composent le kit ont été utilisés et ont été jugés par l'établissement expérimentateur utiles. Et 92% d'entre eux, parmi les établissements expérimentateurs, étaient donc satisfaits de la grille d'analyse fournie.
Donc, ce dernier constat nous a amené à modifier la grille, hein, puisque 92%, on a une marge d'amélioration. Donc, on a pu modifier la grille pour faciliter davantage son utilisation. Alors, si quelques précisions par rapport aux résultats de notre expérimentation. Donc, les professionnels, grâce aux outils fournis, donc, n'ont pas rencontré de difficultés dans la conduite de l'interview. Et pour la plupart des établissements, les interviews ont été conduites en binôme. D'une manière générale, la démarche a été bien perçue par les patients qui se sont sentis considérés. Justement, un professionnel qui vient le questionner, qui vient échanger avec lui sur son vécu, son ressenti. Ça lui a permis vraiment de se sentir considéré par les professionnels, par l'établissement, respecté. Et les patients, en général, se sont dit se sentir utiles pour le collectif. Donc, d'ailleurs, hein, on a constaté très peu de refus par les patients qui ont été sollicités. Dans certains cas, même l'entourage ou la personne de confiance ou la famille a été associée, voire selon les cas, rencontrée à la place du patient. Donc, il est important de noter que dans la plupart des cas, l'information du patient sur le recueil de son récit a été réalisée par un soignant du service, ce qui a contribué, bien notamment, comme on a pu le voir, à renforcer le lien soignant-soigné. Donc, nous avons interrogé les établissements expérimentateurs sur les plus-values de cette expérimentation et tous, à l'unanimité, ont témoigné de l'apport du récit du patient dans le déroulé des faits, dans l'identification des facteurs contributifs et également dans la proposition d'actions d'amélioration. Donc, les participants et professionnels à la réunion, les professionnels participants, pardon, à la réunion d'analyse, qui ont été également sondés, ont indiqué que les dires du patient ont vraiment complété leur point de vue. Au cours de l'expérimentation, certaines interviews ont été réalisées après la réunion d'analyse. Et dans ces rares cas, eh bien, on voyait que le bénéfice était moindre, puisque effectivement, on n'avait pas le récit, le récit du patient avant, et donc du coup, c'était pas apporté lors de la réunion d'analyse. Alors, de manière plus globale, cette expérimentation, elle a finalement contribué à améliorer la qualité de l'analyse et également la relation avec le patient. Alors, quelques points ont retenu notre attention au cours de cette expérimentation. Il est vraiment nécessaire que la gouvernance et les équipes aient une volonté partagée d'avoir le patient comme partenaire. Ça, c'est vraiment indispensable. On a aussi beaucoup insisté sur la nécessité d'instaurer ou de renforcer, si elle existe déjà, la culture du signalement des EIAS, puis également instaurer ou renforcer l'implication nécessaire des professionnels de terrain dans la dynamique d'analyse systémique. Alors, pour cela, il faut eh bien, passer par de la sensibilisation, formation des professionnels d'une part, et dans le cadre spécifique du recueil du récit du patient, eh bien, il faut également former les intervieweurs à minima à la méthode alarme. Alors, on préconise aussi d'informer l'équipe concernée par l'EIS pour lequel le patient sera rencontré et également de préparer l'interview du patient. Eh bien, ça semble vraiment essentiel. Alors, cela se passe tout d'abord par l'organisation du recueil dans un délai proche de l'annonce du dommage pour eh bien, réduire le risque que le patient soit éventuellement déjà sorti et également ça permet de faciliter sa participation.
Mais c'est aussi acculturer et former les intervieweurs pour une meilleure utilisation du kit outil. Et donc, il leur est aussi primordial de s'approprier et d'adapter les documents, notamment dans le kit outil, il y a la fiche d'information du patient et la grille. Et ces deux outils, c'est vraiment important que les professionnels puissent se les approprier et éventuellement en apporter des adaptations. En résumé, donc vous voyez sur cette diapositive, on a centralisé les changements culturels nécessaires. Effectivement, l'instauration donc de cette démarche, eh bien, elle nécessite forcément des changements culturels et également des changements organisationnels. D'abord, développer une culture qualité qui associe les professionnels de terrain qui, comme vous le savez, sont considérés comme les secondes victimes des EIS. Donc là, c'est vraiment important de développer cette culture qualité. Alors, je l'ai dit précédemment, également la nécessité de former les professionnels à l'annonce du dommage. Et également, le management doit détacher du temps. Effectivement, c'est recueillir le récit du patient contribue à plein de plus-values, mais ça prend du temps. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc, forcément, il faut également que le management, si vous vous lancez dans cette démarche, puisse et soit OK avec ça, puis de détacher du temps pour les équipes soignantes pour qu'elles puissent participer à ce recueil et à l'analyse également par la suite des EIAS. Et enfin, il est préconisé de développer les compétences en communication, notamment des intervieweurs, tels que l'écoute empathique ou la conduite d'entretien. C'est ce qui était notamment abordé lors du temps de formation qu'on avait fait auprès des intervieweurs. Au-delà de ces changements, deux préconisations nous semblent extrêmement importantes. Former les intervieweurs et favoriser la participation du patient. Alors, la première, former les intervieweurs, nous a amené à ajouter justement un diaporama de formation dont je vous ai évoqué à l'instant l'existence, pour les intervieweurs afin de les préparer au mieux à aborder un événement indésirable avec le patient. Le deuxième point, favoriser la participation du patient et non des moindres. Deuxième point important, c'est vraiment, en effet, tout au long de l'expérimentation, il s'est installé un mécanisme de sélection des patients. En tout cas, nous, ça a été le cas. C'est vrai qu'inconsciemment, il y a un mécanisme de sélection des patients qui s'est installé et un peu automatiquement, les établissements expérimentateurs ont exclu tous les patients sortis de l'établissement ou les usagers que l'on jugeait inaptes à participer au projet en raison de leur âge ou de leur pathologie. Alors, on a vraiment dû rappeler que le dispositif d'annonce du dommage associé aux soins relève du Code de la santé publique et constitue un droit du patient. Donc, il est essentiel de dépasser les préjugés. C'est vraiment un constat qu'on a pu faire. Dépasser les préjugés que l'on peut avoir sur finalement un niveau qu'on prétend de compréhension du patient et sur ce qu'on préjuge de sa capacité à pouvoir participer. Alors, oui, effectivement, certains établissements nous ont partagé leur surprise finalement de voir des patients extrêmement participatifs alors que, a priori, ils pensaient, ils n'attendaient vraiment rien de l'échange. Donc, une grande et belle surprise finalement. Et puis, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il est possible de faire appel à un aidant.
un tiers de confiance, voire également de s'appuyer sur les représentants des usagers pour éventuellement faciliter les échanges si besoin. Donc ça, on avait identifié ça lors de l'expérimentation comme un frein. Donc du coup, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Donc du coup, par rapport à cette expérimentation, on a publié donc 2 documents. Donc le guide méthodologique avec, je vous ai mis le listing ici, hein, on en a évoqué quelques-uns lors de cette présentation, et également le rapport d'expérimentation ont été publiés pour cette expérimentation. Donc, le guide méthodologique et ses annexes, donc il y a la fiche information du patient, hein, de la HAS. Il y a également un modèle d'affiche information professionnelle, le diaporama de la formation des intervieweurs qu'on a mis en place finalement au cours de l'expérimentation, la charte de l'intervieweur, une petite checklist pour ne rien oublier lors de l'interview, des conseils pour conduire l'interview au mieux, le formulaire d'accord du patient et une grille d'interview. Donc ça, c'est les outils qui ont été construits par le groupe de travail et mis à disposition au fur et à mesure pour mener l'expérience. Alors, le guide méthodologique, donc, il décrit les étapes et regroupe tous les outils à chacune des phases, à savoir l'information du patient et des professionnels, la formation des intervieweurs en 2. Ensuite, vous avez également les étapes et les outils concernant le recueil de l'accord du patient, concernant la réalisation de l'interview, la restitution du récit lors de la réunion d'analyse et enfin également une description du retour d'information au patient. Donc là, le guide méthodologique regroupe vraiment tous les outils et décrit ces différentes étapes. Pour ce qui concerne l'information du patient, nous avions proposé d'utiliser la fiche rédigée par la Haute Autorité de Santé. Chaque établissement est bien entendu libre d'adapter ce document, d'en créer éventuellement un qui lui est propre s'il le souhaite. En tout cas, parmi les outils créés, testés et validés au cours de notre expérimentation, eh bien, vous retrouverez un formulaire de recueil de l'accord du patient, également une charte de l'intervieweur et une checklist, hein, comme je vous l'ai évoqué, qui lui permettra à l'intervieweur de suivre l'ensemble des étapes du processus. J'en ai fait mention tout à l'heure. Donc, le guide contient un support de formation des intervieweurs et bien sûr la grille alarme qui sert de base à l'interview et également un document expliquant l'utilisation de cette grille. Donc, dans ce guide méthodologique, vous retrouvez toutes ces informations et vous pouvez accéder à l'ensemble de ces documents. Donc, soit en consultant notre site internet, soit en vous adressant du coup au CK qui vous expliquera comment procéder juste à l'issue de ma présentation. Alors, je souhaitais terminer donc cette présentation par quelques verbatim que vous voyez ici affichés à l'écran. Donc bon, je pourrais vous laisser en prendre plus en plus connaissance, mais c'était important. Voilà, il y a quelques verbatim marquants, dont donc par exemple l'amélioration de l'expérience du patient est indéniable. Donc des professionnels hein, qui rapportent cela suite à l'expérimentation. Les patients se sont sentis écoutés, pris en compte.
Un autre verbatim, nous ne pensions pas que cela était possible et pourtant, cela nous a aidé à améliorer les analyses en équipe. Tous les patients ont adhéré. Le questionnaire sous forme d'entretien est un plus. Cela permet d'apporter un éclairage au récit exprimé par les professionnels. Ensuite, un autre établissement, cela permet de rendre le patient acteur. Un entretien a pu être mené avec la personne de confiance car le patient est décédé. Et un vrai plus pour la certification. Voilà, donc quelques verbatim qui nous ont été retranscrits suite à l'expérimentation. Voilà, et bien, merci beaucoup en tout cas pour votre attention au cours de cette présentation. Je crois que j'ai passé les principaux messages qu'on voulait vous faire passer concernant l'expérimentation autour du récit du patient. Et je crois que maintenant, je vais répondre à quelques questions, Véronique, je crois. Merci beaucoup, Anaïs. C'était une présentation très claire. Je te remercie pour toutes ces informations. Il y a quelques questions, effectivement, qui sont apparues, puis nous, on en avait aussi. Donc, on va essayer de Oui. jongler avec celle-ci pour essayer de répondre au maximum d'entre elles. Alors, peut-être première question qu'on avait eue à travers les inscriptions. Est-ce qu'on peut faire participer le patient à la réunion d'analyse en elle-même? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, non, là, il s'agit vraiment, la démarche, c'est vraiment de recueillir le récit du patient en amont de l'analyse. Alors, comme vous l'avez vu, certains établissements ont recueilli après, post-analyse. L'objectif, là, c'est vraiment de recueillir le récit du patient en amont de l'analyse pour récolter les informations. Et puis, ce sont les professionnels qui vont restituer eux-mêmes les éléments du discours, les ressentis, etc., lors de la réunion d'analyse. Donc non, le patient ne participe pas à la réunion d'analyse. On est d'accord. Donc là, tu viens de répondre à une des questions qu'il y a eu dans le chat qui demandait si effectivement l'entretien avec le patient avait bien lieu avant l'analyse en équipe. Et c'est bien ce que tu viens de Oui. répéter. Que c'est important effectivement, et tu l'as dit pendant ta présentation, qu'il y avait un bénéfice bien inférieur finalement si on le faisait après la réunion en équipe. Eh bien oui, parce que le but, c'est vraiment d'enrichir l'analyse, de vraiment, ça enrichit la compréhension du déroulement C'est ça. des faits. Donc finalement, si on l'a Exactement. après… Ok, très bien. Deuxième question. Ouais. Alors, la deuxième question, c'était: la méthode est-elle adaptée au médico-social? Oui, tout à fait. Alors après, ça va dépendre de la maturité finalement de l'établissement. Mais si l'établissement, qu'il soit médico-social ou sanitaire, se sent prêt à déployer la démarche, oui, alors avec voilà, les ressources que j'ai indiquées, effectivement, hein, il faut du temps, que le management soit partie prenante, etc. Mais sinon, oui, le médico-social peut tout à fait s'inspirer de cette méthode et le déployer dans son établissement. Ok, donc j'essaie de faire le lien aussi avec ce qui est dans le chat Oui. là, pour ne pas être redondant. Alors, est-ce qu'il y a, à ton avis, des patients qui sont inéligibles, incapables de répondre? Et du coup, en lien avec les questions dans le chat, est-ce qu'on peut interroger un proche, du coup, une personne de confiance, un aidant? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous avez testé? Alors, ouais, alors première question, donc il faut partir du principe finalement que tous les patients sont éligibles. Il faut vraiment mettre de côté tous les préjugés qu'on a sur il va pas comprendre, il va rien nous apporter, parce que finalement, vous avez vu, il y a des établissements qui ont été très surpris en se disant, bah là, ce patient, ça, finalement, on y va, mais on va avoir peu d'éléments. Et finalement, si. On a toujours des éléments. Donc voilà, pas de préjugés. Si le patient est d'accord pour qu'on recueille son récit, c'est voilà, finalement la seule barrière, ça va être le non-accord du patient. C'est ça. Et deuxième question, oui, si tu m'as demandé Un si exemple, oui, par rapport aux proches, oui, oui. exactement.
Oui, donc effectivement, hein, vous demandez au patient si, s'il est d'accord pour recueillir son récit, vous lui expliquez pourquoi, et puis si vous pouvez tout à fait lui dire hein, qu'il peut être accompagné ou non, c'est son choix, mais s'il souhaite être accompagné, alors peu importe, hein, un proche, enfin, un aidant. Et puis, alors malheureusement, dans certains cas, il n'y a plus que le proche qui peut être interrogé puisque, bah, voilà, si le patient est décédé, heu, vous pouvez également, interroger, enfin questionner, le proche pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que là, le but, c'est vraiment d'enrichir finalement, la démarche et que le patient soit partenaire, hein, de la réunion d'analyse. Donc, c'est tout à fait possible. C'est même Ok. recommandé, oui. Troisième question. Quatrième, ouais. Est-ce que tous les EIS sont concernés? Oui, la méthode est applicable à tous les EIAS. Il n'y a pas forcément de présélection à faire. Donc, oui, oui. Ok, alors je vais faire le lien peut-être. Non, on avait identifié une autre question. C'est est-ce qu'il est possible d'appliquer cette méthode pour un EIGS cette fois-ci, un événement indésirable grave associé aux soins? Oui, effectivement, enfin, voilà, quand le patient est décédé, malheureusement, on fait face à un EIGS et donc du coup, vous pouvez tout à fait, enfin voilà, recueillir le récit du patient auprès des proches. Donc oui, oui, vous pouvez. Enfin, faut que ce soit un EIAS. Après, si effectivement le EIAS s'avère que ce soit un EIGS, la méthode est tout à fait applicable également. Je vais faire le lien avec une question là qu'on a dans le chat. Est-ce qu'il est possible de recueillir ce récit au moment de l'annonce du dommage? Est-ce qu'à ton avis, alors j'ai vu dans ta frise, dans la frise que tu Ouais. j'ai Ben, vu effectivement que c'était plutôt en décalage. oui. Alors après, j'ai envie de dire, rien n'est possible. Je suis pas sûre que ce soit le moment le plus opportun pour recueillir en fait des faits, parce que bah, imaginez-vous être confronté à une annonce d'un dommage. Je suis pas sûre qu'il y aura le recul nécessaire euh, pour décrire voilà enfin ce que le patient a vécu, pour qu'il puisse vraiment enfin dire ce qu'il a ressenti, son parcours, etc. Je pense qu'il sera un peu abasourdi par l'annonce, plus que dans la description de ce qu'il a vécu et des faits. C'est pour ça qu'il y a un petit détail. Après, ça ne veut pas dire que lors de l'annonce du dommage, peut-être que le patient, spontanément, va donner des éléments de compréhension. Voilà, on peut tout à fait recueillir à ce moment-là, mais voilà, ça reste une annonce, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Je posais la question, mais très clairement, c'était intéressant justement parce que vous avez ce recul. Mais je suis d'accord. Je pense qu'il y a un temps pour tout, entre guillemets. Bien sûr qu'on Mm. peut glaner des informations au cours de cette étape-là, mais c'est pas la vocation première justement de ce temps-là. Je pense qu'il y a un temps, peut-être un temps pour tout. Ok. Ne pas Euh, mélanger les objectifs, quoi. oui, c'est ça. Voilà, exactement, exactement. Je suis d'accord avec toi. Faut pas tout mélanger. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce que tout professionnel peut être un intervieweur? Alors, toute fonction, oui. Il y a pas, il faut être responsable qualité, il faut être infirmier, il faut être. Après, ce qui est indispensable, ça va être des qualités, mais ça c'est vrai c'est déployé plus dans le kit outil. Ça va être vraiment des qualités qui sont indispensables, l'écoute, l'empathie, l'objectivité, l'ouverture d'esprit, la discrétion, la disponibilité. Finalement, c'est plus ça qui va dire si le professionnel eh bien, se sent d'être intervieweur ou pas. Et bien sûr, il faut croire au bien fondé de la méthode, de la démarche.
Ouais, et puis je pense aussi que, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça peut être intéressant, justement. On a parlé UIGS tout à l'heure, bien sûr, mais je pense qu'il faut y aller de manière progressive, hein. C'est-à-dire que commencer évidemment par vous rôder sur la méthode, si je puis dire, Oui, avec des EIAS. D'abord, ça vous permet de vous approprier vraiment la méthodologie, la grille d'entretien, etc., etc. Et petit à petit, bah, effectivement, peut-être d'aller vers des événements plus graves voilà, pour être plus armé, j'ai envie de dire, oui, il faut déjà se sentir à l'aise, effectivement, voilà. croire à la méthode, déjà que les intervieweurs, effectivement, soient bien à l'aise avec le déploiement de la grille, avec bah, même vous, trouver l'organisation aussi. Donc, effectivement, je te rejoins, oui. Et une autre question? Une autre question. Peut-on s'en saisir dans le cadre d'une réclamation? Alors là, j'ai envie de dire, enfin, c'est un peu la même réponse que pour l'annonce du dommage. Enfin, finalement, c'est va pas être la finalité première. Là, la finalité de la démarche, pourquoi recueillir le récit du patient? C'est vraiment pour comprendre les faits, euh, pour enrichir l'analyse, pour éviter que ça se reproduise et définir des actions d'amélioration. Donc après, bien sûr que pourquoi pas, j'ai envie de dire, si il y a un EIAS et puis en parallèle de cet EIAS, il y a une réclamation, vous pouvez effectivement vous appuyer sur la méthodologie pour permettre de recueillir des événements et apaiser les choses, mais c'est pas la finalité première. Euh, faut quand même faire attention de ne pas s'en saisir pour répondre à une réclamation. Non, Parce mais qu'en plus, s'il y a réclamation, voilà, ça peut être très délicat au niveau enfin, voilà, des échanges hein, entre l'établissement et la personne. Après, voilà, ça peut être disons que d'avoir formé les intervieweurs à cette méthode, ça peut leur permettre d'acquérir des qualités et des ressources pour être plus à l'aise, pour désamorcer des situations dans le cas de réclamation. Je le verrais peut-être plus comme ça. bah, tu vois, c'est en lien avec d'autres questions là, qui viennent d'être posées. C'est typiquement en lien avec ça, hein, à mon sens. Avez-vous eu, pardon, des problèmes au niveau justement assurantiel, j'ai envie de dire, et responsabilité d'établissement? Est-ce qu'il y a des risques, hein, une autre question qui vient d'une autre Alors, personne, mais qui est en lien, hein, est-ce qu'il y a des risques par rapport à l'assurance, un risque de procès supplémentaire? Et la personne continue en disant, vu qu'on fait un retour possiblement écrit au patient. eh ben, finalement, j'ai envie de dire plutôt. Alors, non, pendant l'expérimentation, on n'a pas eu de retour de ce type, mais quand même, ce qu'on peut voir quand on inclut le patient, finalement, vous avez vu les retours de l'expérimentation, c'était plutôt qu'il s'est senti écouté, respecté. Alors, bien sûr, il a vécu un EIAS qui l'a concerné. Bien sûr, donc il peut peut-être avoir certains mécontentements, mais le fait que des professionnels viennent le voir, prennent le temps d'échanger avec lui pour savoir ce que lui-même a ressenti, qu'il puisse apporter ses éléments, ses propres éléments, son propre point de vue, finalement, c'est beaucoup plus positif et ça inverse la tendance. Donc, ça va davantage encourager, ça va plus apaiser le patient que attiser finalement son mécontentement, au contraire. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce qu'on le sait que plus on fait preuve de transparence Mm. et moins on a de risques de réclamation, voire de plainte. Au final, très souvent, il y a des problématiques de perception d'une mauvaise information de la part du patient. Il a l'impression qu'on lui cache des choses, qu'on lui a pas tout dit, qu'on lui a pas tout expliqué. C'est très souvent sur la base d'un besoin d'information et de communication qu'on a des plaintes et réclamations. Donc, je pense qu'effectivement, je te rejoins, plus on va être transparent,
Oui, et puis attention, il s'agit pas là, c'est pour ça que ça me fait aussi penser à une question qu'on a eue au début sur est-ce que le patient est la réunion d'analyse ou pas. Il s'agit pas là de pointer et de mettre en cause ou de mettre en lumière les erreurs des professionnels, etc. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, on recueille le récit du patient pour alimenter la réunion d'analyse et dans le retour qu'on fait en patients, c'est notamment les actions d'amélioration pour éviter que ça ne se reproduise. On n'est pas dans la retranscription intégrale de la réunion d'analyse. Exactement. Ouais, non, on est bien d'accord. Puisqu'on est toujours là-dedans, on avait eu une question de la part d'une personne qui s'est inscrite. Est-ce que les informations doivent être anonymisées? Ben, j'ai envie de dire non, parce que du coup, vous avez l'accord du patient, finalement. D'où l'importance de demander si le patient est bien d'accord avec la démarche, est bien d'accord que vous recueillez son récit dans le but à partir de ce moment-là, c'est clair pour le patient et pour vous. Dans tous les cas, lors de la réunion d'analyse, les professionnels autour de la table sont tenus par le secret professionnel et savent bien de qui on parle, qui est le patient concerné par le IAS. Donc jusque-là, ça n'aurait pas trop de sens si c'était anonymisé finalement, parce qu'on ne saurait pas finalement de quel IAS on parle. Oui, puis de toute façon, après, tout ce qui est support d'analyse, etc., là, vous avez tout anonymisé. Oui, Colliger les le, informations, finalement, votre support d'analyse, lui, il est anonymisé. voilà, tout à fait. Mais lors de la réunion d'analyse, non. Après, effectivement, le compte-rendu d'analyse et ce que vous en faites après, là, c'est différent. Exactement. Exactement. Alors, il y avait une autre question, et là, j'ai interrogé une autre source. Est-ce que, justement, les informations recueillies doivent apparaître dans le dossier patient? Alors là, je vous invite à vous connecter instant pub, j'ai envie de dire, à vous connecter pour ceux qui sont adhérents du CK, pardon. La semaine prochaine, on a un webinaire justement autour des EIGS et le risque juridique. C'est une question que j'ai posée à la juriste qui interviendra la semaine prochaine. Effectivement, on s'inscrit selon elle, hein, alors on le validera la semaine prochaine, mais dans l'esprit, c'est on s'inscrit dans le même état d'esprit, j'ai envie de dire, que en fait, on prépare une réunion d'analyse. Donc, le recueil du récit du patient n'a pas à figurer dans le dossier du patient. Ça figure dans quelque part le dossier de l'analyse, et ensuite que vous allez intégrer encore une fois dans le support de votre analyse, puis vous faites la synthèse anonymisée. Donc, ça n'a pas a priori à figurer dans le dossier du patient. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme j'ai essayé de faire le point un petit peu au fur et à mesure, de faire des liens avec les questions. Est-ce qu'il y en a qu'on aurait oublié? Je rebalaye rapidement. Non, je repense juste, Véronique, par rapport à la question sur l'annonce du dommage. Est-ce que euh, pour bien que ce soit clair, parce que je sais plus si je l'ai précisé ou pas, c'est deux choses différentes aussi par le fait que ce ne sont pas les mêmes professionnels qui vont intervenir, c'est-à-dire recueillir le récit du patient. C'est tout professionnel, comme on l'a vu, peu importe la fonction, du moment qu'il soit formé intervieweur, on va dire. L'annonce du dommage, c'est pas n'importe quel professionnel. C'est le rôle du médecin. Donc après, enfin voilà, c'est une petite précision. C'était une question qui a été posée dans le chat. Donc, tu as très bien fait de le préciser. Effectivement, on est d'accord qu'a priori, ce ne sont pas les mêmes personnes. Voilà, donc bien faire attention. Et non, tu as complètement raison. Il y a eu une autre question qui disait, est-ce que la personne qui rencontre le patient peut animer l'analyse, la réunion d'analyse en fait en équipe? Oui, Rien ne l'empêche. Non, Enfin, oui. Après, ça, c'est vraiment de l'organisation pure. Si la personne se sent, effectivement, oui. Enfin, après, c'est plus, ça veut dire que la personne a et les capacités d'intervieweur, on va dire, et les qualités
et la méthodo pour dérouler à l'arme, quoi. Mais après, oui, tout à fait, rien ne s'y oppose. Non, on est d'accord. Il y a des questions qui arrivent, hein. Par qui et comment les intervieweurs ont été formés? Par nous. C'est C'est-à-dire ça. qu'au cours de l'expérimentation, en fait, on s'est aperçu que les professionnels pouvaient être en difficulté et que c'était nécessaire, en fait, de leur fournir une petite formation alors assez courte, hein. Donc, on avait fait un petit diaporama pour justement leur indiquer quelques conseils. Alors, ça va être des choses assez simples, hein, mais pour mettre en pratique assez facilement. Mais voilà, pour permettre aux patients de se sentir en confiance, de s'exprimer librement, avoir des questions plutôt ouvertes, plutôt positives. Voilà, ça va être des petites astuces comme ça pour développer l'écoute empathique, etc. Donc là, il y a un petit diaporama et ça fait partie du kit outil. Mhm. Oui. Très bien. On a une autre question, puis après on va avancer parce qu'il est déjà quasiment l'heure, hein, de se séparer. On a une toute petite dernière, enfin 2 informations à vous délivrer juste après. Donc il y a une question, pourquoi finalement vous avez fait le choix d'un recueil écrit du consentement du patient, alors que peut-être qu'on aurait pu simplement recueillir son consentement oral et le tracer dans le dossier. Enfin, accord du patient écrit, ça nous semblait indispensable parce que c'est pas ça reste pas uniquement entre le patient et le professionnel qui recueille. C'est-à-dire, ça va être quand même retranscrit lors de la réunion d'analyse. Donc, ça nous semblait essentiel. Et puis, pour expliquer aussi la finalité. Parce que le patient peut être tout à fait d'accord pour nous livrer des informations dans ce but-là, mais pas dans un autre objectif. Donc voilà, sur cette fiche d'information, d'accord, c'est aussi explicité. Ok, super. Très bien. Alors, je vous propose donc 2 informations pour en terminer. On a fait à peu près le tour des questions. Alors, j'ai peut-être juste une remarque. Alors, peut-être du Serge Doloron, je vais vous demander juste de préciser votre remarque. Pas d'accord pour faire figurer dans le DPI. Le démarche d'amélioration interne de l'établissement constitue analyse et récit patient, 2 objectifs différents. Là, j'avoue que je ne situe pas bien. Si vous avez le temps de remettre un petit mot pour expliquer, et pendant ce temps, j'avance et on reviendra à votre remarque. Donc, je repasse à mon diaporama. Juste 2 minutes pour terminer ce webinaire. Juste problème technique très, très rapide. Je vais y arriver, normalement, si tout va bien. Je partage. Bien. Voilà, donc on a eu ce temps de questions-réponses. J'avance. Ah mais si, je sais ce que je voulais faire. Désolée, ça m'a un peu perturbée. On va y arriver. Je voulais lancer un petit sondage très rapide. J'espère que vous allez le voir. Alors ça, c'est la question subsidiaire. Si je le retrouve. Est-ce que tu sais que je peux le retrouver là? Dans Voilà, l'application. voilà, ça y est. Je ne suis pas encore très familière de l'outil, hein. Je me lance. Il faut une Merci. première, il faut une première. Voilà. Voilà. Alors, je démarre. Il y a 3 questions, hein. C'est très, très rapide. Je voudrais juste savoir, première question, si ça fonctionne, hein, n'hésitez pas, si ça ne marche pas, parce que je sais que j'ai eu Ça s'affiche. Voilà, en fonction de la version de Teams que vous avez, apparemment, certains ne peuvent pas toujours répondre. Donc, si ce n'est pas le cas, merci de répondre dans l'onglet conversation. Donc, en tout cas, la première question que on voulait vous poser, c'est est-ce qu'à la suite de cette présentation, de ce temps de questions-réponses, est-ce que vous auriez envie de vous lancer dans cette démarche de recueil du récit du patient? On vous laisse répondre. Normalement, ça devrait être possible. J'espère. Est-ce que vous arrivez à répondre?
Je vais mettre la conversation. Je vais essayer. Tac. Est-ce que ça fonctionne? Ah, alors vous répondez à ma question suivante. Donc, affichez le sondage. Je vois que vous êtes en train de répondre. OK, super. Si ça veut bien. C'est pas ça. Ouais, 14 peut-être. Je vois que ça continue à répondre. Super. OK, puis je vois des petits pouces levés. OK. On continue, puis j'afficherai toutes les réponses après. Deuxième question, si vous avez envie d'y aller, il faut que la question, est-ce que la question s'affiche, Esther, et pourquoi ça ne s'affiche pas? Je pense que les participants eux-mêmes peuvent appuyer sur la petite flèche de droite. Mhm. Parce que vous avez une deuxième question. Je ne sais pas si ça s'affiche. Vous avez 3 questions. Ah, la deuxième question, si vous affichez si vous cliquez sur la petite flèche en bas, c'était histoire de savoir si vous aviez envie d'y aller, si vous avez une idée à peu près à quelle échéance. Donc, la question, c'est de savoir effectivement si c'est un projet à court terme, en gros, dans les 3 mois, à très court terme, à court terme, 3-6 mois, à moyen terme, si vous dites que dans l'année 2026, ça pourrait être un projet intéressant, ou si ce n'est pas la priorité, clairement, pour l'instant, et que c'est peut-être plutôt dans un an, ou si, voilà, en fait, vous ne savez pas trop. Et donc, il y a effectivement une troisième question. Si vous n'envisagez, si on a la main pour avancer sur le sondage, merci Perrine, merci beaucoup. Et donc, la troisième question, c'est si vous n'envisagez pas de vous lancer tout de suite dans la démarche, quels seraient pour vous les principaux freins? Donc ça, c'est un nuage de mots, donc vous écrivez des mots-clés et ça devrait fonctionner. Alors, afficher. Faut que tu le fermes. Ferme ça. Comment je fais? Je n'ai pas la main comme Michou. Je ne sais pas. Bien. Eh bien, en direct live, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la main sur le sondage pour fermer le sondage. Ok. Si tu retournes dans pause, tu as Dans 3 pause. petits points normalement. Fermer le sondage. Bon, on va y arriver. Hein. Merci. Fermer sondage. Eh bien, écoutez, il faut bien être 3, hein, voire 4. Même Perrine à distance. Alors, donc, très rapidement, les questions, puis après, je vous explique comment on va faire en région. Si ça veut bien m'afficher, oui, mais ça devrait les afficher. C'est ça que... Ça s'affiche dans l'espace conversation. Ouais, Dans pause. Les avez, donc super. Donc, vous voyez Non, pardon, Véronique, c'est que moi, j'ai ouvert pause. Tu Oui. l'as normalement. Ouais, je l'ai aussi. Ouais, c'est bon. J'ai ouvert, donc effectivement, à 96%, vous êtes OK pour vous engager dans la démarche, donc ça, c'est plutôt chouette. Après, on est plutôt, alors il y a un quart d'entre vous, de ceux qui veulent y aller, qui se disent que dans les 6 mois, ils aimeraient se lancer. Une majorité disent qu'a priori, c'est un projet pour l'année, puis d'autres, voilà, qui n'ont pas forcément encore fixé d'échéance. Et en frein, est-ce qu'on a quelques mots aussi? Le temps. Ah bon? Le temps, c'est le mot qui ressort le plus, la certification. Et puis après, d'autres mots qui ont peut-être moins qui ont été moins cités, je vais dire,
tels que l'organisation, l'institution, la gouvernance. Donc, ça, ce sont des mots-clés un petit peu que tu as cités effectivement tout à l'heure lors de ton exposé. Donc voilà pour ce sondage et je vous remercie d'avoir joué le jeu, d'y participer. Pour faire très vite, parce qu'effectivement, on a dépassé le temps imparti et j'en suis désolée. Je voudrais juste repartager très vite mon écran. On va y arriver. Promis, je fais court. Tu crois que je ne peux pas? Tac. Si je fais ça. On voit. Voilà. Et je voulais le mettre juste en PowerPoint. Est-ce que je vais y arriver? Hop là. Ouh, c'est compliqué aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué. Voilà. Donc, simplement, ce que je voulais vous redire, comment on va faire en Nouvelle-Aquitaine pour partager tous ces outils? Hop là, si ça veut bien s'afficher. Mais non, ça ne veut pas. C'est super. Tac. Voilà. Donc, je vous ai dit, tout va être mis en ligne sur notre site, sur la chaîne YouTube du CK, le replay, le support. Et puis, on voudrait, s'il vous plaît, que vous jouiez le jeu, si vous voulez les outils, de venir sur notre site. On va mettre là dans les jours prochains un petit questionnaire d'engagement. Alors, je sais que dans le chat, il y a eu l'adresse du CEPRAL pour récupérer les documents. Donc, voilà. Mais simplement, nous, je voudrais que, s'il vous plaît, vous jouiez le jeu. Si vous souhaitez déployer la démarche, que vous veniez en fait remplir un petit questionnaire. Il n'y a pas beaucoup de questions, c'est promis, mais c'est un questionnaire en fait d'engagement justement dans cette démarche où on va vous demander effectivement d'identifier un référent du projet, d'expliquer en 2-3 lignes le contexte de votre demande et finalement vos objectifs, pour que vous formalisiez réellement votre démarche d'engagement dans ce recueil du récit du patient, avec un calendrier prévisionnel de mise en œuvre. Donc, en gros, vous voyez, c'est ce que je vous ai demandé, rien de plus. Et que vous vous engagiez, en revanche, derrière, à participer à une des sessions de formation que le CK organise, donc en distanciel, soit le 24 mars, matin de mémoire, soit le 15 septembre après-midi, au cours de laquelle justement on va revenir sur cette formation des intervieweurs et puis peut-être sur vos retours d'expérience. Si vous avez débuté la démarche, ça serait vraiment sympa pour ceux qui ne l'auraient pas encore débuté de venir faire des retours d'expérience. Et puis vous engagez aussi à 6 mois à peu près après la mise en œuvre de cette démarche dans vos établissements, remplir un petit questionnaire d'évaluation en fait, de comment ça s'est passé, quel a été l'impact, justement, par exemple, sur la qualité de vos analyses, etc., etc. Donc là aussi, un questionnaire très court et qu'on va probablement faire de manière commune avec le CEPRAL. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Tout à fait. Voilà, tu valides. Tout à fait. Je valide. Perrine qui est à distance, Perrine Van Straten qui est la directrice du CEPRAL, normalement, devrait valider aussi. Sinon, juste, on a... et donc, tout ça, en fait, l'idée, c'était que à travers ce questionnaire d'engagement, on puisse être vraiment en lien, vous, structure, et nous, CK, et qu'on vous mette à disposition les ressources que vous a citées Anaïs tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on vous mette à dispo tout ce kit pour que vous puissiez travailler sereinement et qu'on soit à vos côtés pour le faire. Donc voilà, c'était un peu le sens de cette démarche. Et toute dernière information est promise, c'est la dernière des dernières, et j'arrêterai là. Vous savez que on a lancé pour la 5e année consécutive le challenge EIS 2025 avec un focus cette année sur les analyses, les événements interstructures. Donc vraiment, vous avez dû recevoir des informations en ce sens. Donc, vous connaissez les objectifs. L'idée, c'est d'encourager évidemment le signalement et la déclaration et l'analyse en équipe de ces établissements et de valoriser finalement ces démarches, les retours d'expérience faits par les professionnels de vos structures. Donc, vraiment, n'hésitez pas à participer. Là aussi, on est à vos côtés et on peut répondre à toutes vos questions si vous en avez. Je vous remets là en fait l'échéancier, le calendrier. Donc, vous pouvez participer déjà depuis le 20 novembre, et vous avez jusqu'au 31 mars pour envoyer vos trames d'analyse. Donc, encore une fois, on est à vos dispositions pour en échanger si vous le souhaitez avec
un lauréat comme l'année dernière en sanitaire, un en médico-social et un, on l'espère, en soins de ville. Et les lauréats régionaux candidateront pour le prix et les prix nationaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Et rappel, donc oui, alors on met aussi, ah là là, j'oublie des choses, des affiches, là, viennent de vous être envoyées normalement à tous les services qualité, toutes les directions qualité. On a créé des affiches, là aussi, pour faire pour aller à la rencontre des équipes et leur expliquer voilà, le principe de ce challenge et les inciter à participer. Donc, n'hésitez pas à utiliser les affiches qu'on vous a envoyées. J'arrête de bafouiller en vous disant que je vous rappelle que la semaine prochaine, il y a pour les adhérents du CK le webinaire EIGS et risque juridique, 13h30, toujours pareil, avec Reliance, l'assureur que vous devez probablement connaître. Et cette fois-ci, j'en ai terminé et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à la majorité de vos questions, probablement pas toutes, hein, ça j'en ai bien conscience, mais on espère que voilà, ça vous a aidé dans votre démarche de réflexion sur ce recueil de récits du patient. Voilà. Merci d'avoir été patient justement et d'avoir résisté jusqu'au bout de ce webinaire. Merci encore à Anaïs pour sa présence et toutes ces informations extrêmement riches. Et on espère qu'on va continuer l'expérience du CEPRAL, pardon, et déployer cette méthode en région Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous. Merci à tout le monde. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.